réunion de haut niveau de l'Assemblée nationale des États-Unis pour les personnes vivant avec handicap sur le handicap et le développement. La nouvelle vision de la politique sociale renforcée par le Comité international en RDC vise à fixer les bases scientifiques de la conduite du combat contre la vulnérabilité sous l'angle du développement inclusif intégrant les personnes avec handicap. Après avoir établi des contextes et la justification présentée, le profil des personnes avec handicap réalisé l'analyse critique des approches de la prise en charge des personnes avec handicap et proposer des solutions. Le plan a présenté des outils d'intervention pour intégrer la dimension handicap dans toutes les politiques de développement économique et social du pays, à savoir, première stratégie, la création d'un dispositif innovant à l'animation du développement, article 32.2 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Deuxième stratégie, c'est greffer à travers les dispositifs aux différents plans sectoriels du gouvernement et de la stratégie nationale pour le développement de la RDC élaborée par le président de la République. Des stratégies subsidiaires pertinentes qui sont liées aux différents points d'intersection de la réduction des obstacles à la réalisation potentielle des personnes avec handicap. Un dispositif d'arrimage au mécanisme international du Comité des droits des personnes handicapées à ses procédures de notification. C'est sur cette base que le plan a dégagé des modules d'activité par niveau d'intégration de la dimension handicap dans les politiques sociales, culturelles, économiques, financières du gouvernement. Les stratégies mises en œuvre du plan stratégique de protection, de promotion des personnes avec handicap a été déclassée autour de 5 points. La disposition institutionnelle du pilotage, les mécanismes d'animation et de suivi d'évaluation, les mécanismes de l'intégration de la problématique de l'handicap, le plan de communication et de mobilisation des acteurs, la stratégie de mobilisation des ressources. Finalement, un cadre logique est proposé en conclusion pour guider le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique. La RDC s'est alignée sur le principe de l'égalité des droits et des chances. Cette nouvelle approche est fondée sur les droits humains. Donc, il faut développer des activités qui aident à faire respecter les droits des personnes avec handicap selon la Convention relative aux droits des personnes avec handicap pour leur donner l'accès aux services sociaux de base et l'accessibilité en vue d'une intégrité totale dans la société congolaise. La mise en œuvre de ces actes vise à conduire les activités de développement pour l'ensemble de la population. Cette question transversale du développement national interpelle les obligations du gouvernement en vue de toute la population pour la solution par l'organisation d'une solidarité nationale au moyen de la prévention, de la mise en place d'une protection spéciale là où les personnes handicapées sont laissées entre les mains de leurs familles et des œuvres caritatives. La mise en œuvre d'une promotion par la réadaptation et la réinsertion socio-économique. Organisation et stratégie pour l'avenir. Stratégie opérationnelle de l'intégration et de mutation vers la moelle sociale inclusive, synthèse des stratégies fondamentales et innovation organisationnelle à promouvoir. Deuxième stratégie, fixer la promotion et la protection des personnes handicapées dans les stratégies de l'émergence du pays. Troisième stratégie, la revue de tous les documents des stratégies, plans sectoriels et programmes du gouvernement dans les secteurs d'appui à l'émancipation des personnes handicapées. Quatrième stratégie, construire un cadre d'intégration des activités pour pousser les actions dans les secteurs du handicap vers un développement intégré et transversal. Cinquième stratégie, formaliser le module d'intégration du développement à chaque niveau de l'action pour la promotion et la protection des personnes handicapées, les stratégies subsidiaires qui permettra à fixer les responsabilités sociales
toutes les parties prenantes. 5e stratégie, dans les politiques sociales et économiques du pays. 6e stratégie, ouvrir un processus de recherche et développement au moyen de publications qui situe la contribution congolaise de la solution à la problématique mondiale du handicap. Toutes ces multiples stratégies émises pour atteindre le développement inclusif et transversal des personnes avec handicap constituent les politiques d'inclusion des personnes handicapées dans notre pays, la RDC. Ces bonnes pratiques n'auront d'efficacité et ne porteront des avancées que par la participation réelle et effective des personnes handicapées. Des programmes, toutes ces lancées motivées par la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans la direction et la prise de décision de certains projets. Il a été toujours proclamé « Rien sur nous sans nous ». En suivant efficacement les normes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui motivent les politiques d'inclusion en RDC, les facteurs discriminatoires seront anéantis, abolis et fera de la RDC un pays hautement performant, un pays où personne n'est laissé pour compte. Pour s'appuyer sur les cadres juridiques et je dis et je vous remercie. Merci en tout cas. Merci Madame Rachel. Après vous avoir bien entendu, ensemble avec toute la salle, j'aimerais faire réagir Monsieur François par rapport à ces sujets, par rapport à toutes ces questions. Quel est votre ressenti? Parce que personnellement, moi, j'ai une autre vision, une autre évaluation de ces politiques d'inclusion. Parce que je suis un enfant né et grandi avec albinisme. J'ai passé par les écoles où je n'ai pas vu ces politiques, par exemple, être d'application. Donc, et vous, j'ai bien entendu l'approche de Madame Rachel qui s'est penchée côté les actions que entreprend l'État congolais. Mais est-ce qu'elles sont palpables, ces politiques-là? Est-ce qu'elles sont palpables, visibles aujourd'hui? Est-ce que c'est vivable pour les personnes vivant avec handicap de dire que nous vivons de ces politiques d'inclusion grâce à l'État, avant de parler bien sûr d'autres secteurs? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis François Awunke, je suis le représentant de KISO par intérim en RDC. Merci déjà à Sodecom de m'avoir fait l'honneur de venir participer à ce débat qui est assez intéressant. Et je voudrais déjà leur remercier d'avoir fait ce panel qui est assez inclusif. Vous voyez la diversité que nous sommes déjà en tant que panélistes. Ça c'est déjà un grand pas qui témoigne du fait que cette question est assez sensible et chacun à son niveau prend des actions pour réduire à sa plus simple expression les questions de l'exclusion. Alors, je voudrais déjà commencer en disant que dans la pratique, il peut y avoir encore beaucoup de choses à dire. Mais dans l'enchaînement, dans l'organisationnel, je pense que le pays a ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que nous sommes égaux en droit et en devoir. Ça, c'est le premier principe qui est écrit et la RDC a ratifié cela. Et il le traduit là aussi, selon le speech de maman. Vous avez compris que nous avons aussi ratifié la Convention sur l'handicap qui témoigne de la volonté du gouvernement du Congo à faire avancer les questions de la prise en compte de l'approche handicap dans l'ensemble de tous les artifices de notre société. Ça se traduit comment? Par aussi, il y a un ministre délégué en charge des personnes vivant avec le handicap, ce qui est une tradition, une manifestation de la volonté du gouvernement à mettre en place un dispositif institutionnel qui s'attaque directement à ces personnes-là. Bien évidemment, il faut mettre des ressources humaines, des ressources de former des personnes matérielles qui sont sensibles, qui, au jour le jour, traduisent dans les faits la politique du gouvernement en matière de l'inclusion sociale des handicapés. Au quotidien, on constate
qu'il y a beaucoup de pesanteurs. Premier pesanteur, je vais prendre tout simplement les services ministériels. Je me souviens que pour accéder à certains ministères ici, vous pouvez voir que jusqu'au niveau des infrastructures, l'approche handicap n'est pas encore prise en compte. Premier élément d'exclusion. Parce que si vous allez mettre le bureau d'un ministre qui devrait recevoir sans discrimination tous les citoyens du pays et vous le mettez au 16e niveau où il n'y a pas, l'infrastructure n'a pas pris en compte l'approche handicap, c'est tout un problème. Mais toutefois, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits par le gouvernement. De l'autre côté aussi, il y a toutes les questions de l'école. Ailleurs, les politiques voudraient que les handicapés bénéficient soit de la moitié, soit de la gratuité de l'école, que ce soit du système primaire, du système secondaire jusqu'à l'université. Je pense qu'il y a encore des efforts à faire au niveau du gouvernement pour s'assurer que nous parlons d'une éducation la plus inclusive. Au niveau aussi des recrutements dans les différentes sections de l'administration publique, je pense que des efforts encore doivent être faits pour s'assurer qu'il y a quand même des quotas. Parce que, je le dis toujours, pour une société qui se veut assez inclusive, nous devons prendre en compte tous les composantes de la société. Parce que personne, c'est un État, mais personne n'a choisi d'être un handicapé. Donc, je peux tout simplement prendre ces exemples en allant au marché, les concepts dans les supermarchés. Aujourd'hui, il y a plein de supermarchés qui ne prennent pas en compte l'approche handicap. Vous prenez en compte seulement la salle dans laquelle nous nous trouvons. Vous voyez la difficulté avec laquelle maman a pu harceler ici. Donc, on devrait, si le gouvernement avait mis des politiques qui prennent en compte l'approche handicap, je pense qu'on n'aurait pas mis l'escalier, on aurait pu poser une rampe qui permettrait à un moment où à toute personne d'éduquer. Toutefois, c'est toutes ces sensibilités-là, tous ces regards posés sur l'ensemble de la dynamique sociétale qui devrait amener tous les acteurs à prendre un engagement à inverser la tendance. Donc, je voudrais d'abord m'arrêter là. Merci. Merci, Monsieur François. Vous vous arrêtez là, mais moi, je relance Monsieur Jacques sur l'aspect éducation des personnes vivant avec handicap. Nous sommes en RDC où la gratuité de l'enseignement tente de faire son bon chemin. Mais pensez-vous pas, Monsieur Jacques, que pour les personnes vivant avec handicap, est-ce que le fait d'être gratuit l'enseignement ne serait pas insuffisant, sachant que les personnes vivant avec handicap sont aussi entourées de tout ce qui est préjugé. C'est vrai qu'on va en venir dans le point 3, mais ils sont entourés des préjugés et d'autres jugements et qu'il fallait faire des suivis individuels et au niveau familial avant, peut-être bien sûr, de les amener à l'éducation sociale. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Le micro, il faut allumer. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je salue aussi mes prédécesseurs qui sont bien exprimés, Maman Rachel, Papa François. Je salue aussi l'auditoire. Oui, la question, elle est belle. J'ai aimé aussi tout ce que mes prédécesseurs ont rendu. Ça, sur le papier. Mais dans la faisabilité, dans le fond, ce n'est pas vraiment ce qui est écrit sur le papier. Nous venons juste... les élèves viennent juste... Parce que vous me parlez de la question sur l'éducation, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce que vous savez que les enfants malvoyants, non-voyants ont les problèmes de papier braille à ces rentrées scolaires? C'est pourquoi je dis que dans la faisabilité, les choses ne devaient pas être telles que c'est là. L'éducation chez nous, on stagne encore. L'éducation des enfants vivant avec handicap. La discrimination est une réalité. Il y a un grand fossé numérique entre... parce que moi, je suis coordonnateur de l'association Cri des Bartimées. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un grand fossé numérique entre les étudiants, les élèves de la RDC et ceux qui sont sous d'autres cieux. Les assistants sociaux se plaignent. Les professeurs, les enseignants se plaignent. Les étudiants crient à haute voix la discrimination et les difficultés qu'ils subissent à l'université. Ils ont des problèmes de frais académiques. Ils demandent un aménagement de leurs frais académiques ou soit exonérés tout simplement, mais sans succès. Le problème est vraiment réel côté éducation.
Je répète encore que le problème du papier braille est une réalité aujourd'hui. Les parents ne sont pas à mesure de fournir à leurs enfants handicapés, quoi. Handicapés visuels surtout, ces fournitures scolaires. Oui, les textes sont là, mais dans la faisabilité, c'est compliqué. Merci, merci Monsieur Jacques. J'aimerais qu'on puisse basculer à l'autre point, au deuxième point, concernant l'aspect juridique de comment s'appuyer pour protéger et faire la promotion des personnes vivant avec handicap. Madame Rachel, dans son speech, a essayé de brosser quelques actions de l'État, mais nous sommes en 2022 où il y a eu cette loi organique de protection et de promotion de personnes vivant avec handicap. Aujourd'hui, quelle serait votre lecture, Madame Rachel, sur les cadres juridiques? Comment on peut protéger juridiquement aujourd'hui cette communauté qui représente près de 15 millions de Congolais en RDC et qui, avant ça, n'avait pas eu de vrai cadre juridique définissant une politique de l'État que toute tierce personne et organisation pouvait s'appuyer pour accompagner, protéger et faire la promotion des personnes vivant avec handicap. Merci pour la parole. Merci beaucoup pour la parole. Pour s'appuyer sur les cadres juridiques, évaluer les droits des personnes avec handicap, la première stratégie est de garantir les droits par la législation nationale, à appuyer la mise en œuvre de cette législation au moyen d'une action cohérente, coordonnée et continue de la part du gouvernement, et faire en sorte que les institutions créées par la loi les fassent respecter. Le handicap réside dans la société et non dans l'individu. Le gouvernement doit adopter, en appliquant avec ferveur, les mesures que doivent adopter les États partis à la Convention relative aux droits des personnes avec handicap. Ces mesures sont adopter toutes mesures appropriées d'ordre législatif, administratif et autres pour mettre en œuvre le droit de l'homme des personnes handicapées. Prendre des mesures législatives et autres pour abolir la discrimination. S'abstenir de toute pratique contrevenant aux droits des personnes avec handicap. Protéger et promouvoir les droits des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes. Veiller à ce que les personnes, organisations et entreprises privées respectent les droits des personnes handicapées. Entreprendre la recherche et le développement des liens services et technologies pour qu'elles puissent avoir accès aux personnes handicapées et encourager la réalisation de telles recherches. Fournir et sensibiliser les personnes handicapées aux informations accessibles concernant la technologie d'assistance. Encourager la formation aux droits reconnus par la Convention des professionnels et personnes qui travaillent avec les personnes handicapées. Consulter et faire participer les personnes handicapées à l'élaboration et la mise en œuvre de lois et de politiques et à l'adaptation des décisions qui les concernent. Toutes ces mesures consistent à abolir et éradiquer toute discrimination envers les personnes handicapées pour faire émerger la RDC au sommet de la haute performance, un pays à opportunité pour tous. Merci, merci Madame Rachel. Je vais vous relancer, mais avant, j'aimerais aussi prendre Monsieur François sur le même sujet, l'aspect juridique. Il y a ceux qui pensent qu'il faudrait désormais penser à réserver un quota sur la gestion de la chose publique aux personnes vivant avec handicap, de la même manière qu'on pense aujourd'hui sur l'égalité gender homme-femme sur le quota. Est-ce que vous êtes aussi d'avis? Est-ce que vous pensez que le premier point ou le point important de personnes vivant avec handicap pour leur aider, leur protéger juridiquement, ça serait aussi leur permettre, entre autres, d'avoir un quota officiel dans la gestion des entreprises et des choses de l'État? Merci beaucoup. Je pense que vous avez déjà dit le fait du nombre.
on dit il y a des millions de personnes qui vivent avec un handicap. Donc, ça ne devrait plus être une affaire de spéculation. Ça devrait être une affaire où on devait prendre des actes pour amener le gouvernement. Je pense qu'il y a un projet de loi qui avait déjà été soumis à l'Assemblée et qui avait fait l'objet, je ne sais pas s'il avait finalement fait l'objet d'être adopté. Ça commence par là, parce que les actions, c'est une loi qui déclenche le premier processus de prise en compte des aspects de quota. Tant qu'il n'y a pas une loi qui réglemente ça, quelle que soit la décision que vous allez prendre, elle ne pourra pas être facilement applicable. Parce qu'en cas de litige, sur quel élément juridique va s'appliquer? Je suis d'accord. Les organisations font beaucoup d'efforts, mais à l'absence d'un cadre juridique assez clair, les efforts risquent d'être toujours être mitigés. Donc, je suis pour que les quotas soient respectés, les institutions prennent en compte l'aspect handicap. Et aujourd'hui, nous sommes dans le vent de l'inclusion. L'inclusion, ça voudrait dire tout cela, mais il faut un cadre juridique assez fort, assez bien aiguisé pour prendre en compte l'aspect handicap dans l'ensemble des décisions qui sont prises par les décideurs chaque jour. Merci, M. François. M. Jacques, la même question pour vous aussi, mais dans l'autre volet. Si aujourd'hui on doit parler de vraies mesures applicables, parce que Mme Rachel a parlé de la rigueur de l'application de ces lois, M. François a martelé dans ce sens qu'il faudrait que ces lois puissent être encadrées par quelques mécanismes organiques pour appuyer ces lois-là, sinon ça va souffrir de sérieux problèmes d'application. Aujourd'hui, s'il faudrait avoir de mesures applicables, de sérieuses mesures applicables, on peut commencer par quel chantier? Par exemple, M. Jacques, par son expérience, par son vécu, il pense qu'on peut commencer à appliquer sérieusement, step by step, quelles mesures d'abord, et puis après, on verra la suite. Avant de répondre à votre question, je reviens un peu à la première question que vous m'avez posée sur l'éducation. Il y a une anecdote, vous savez, j'étais dans une fondation, Fonalba, pour plaider à cause de nos petits frères qui sont dans l'école primaire, qui ont des problèmes de tablettes, vous savez, non? Oui. Ce sont de tablettes qui leur servent d'écrire avec des poinçons. Malheureusement, ces tablettes, cette dame, la responsable de cette fondation Fonalba, était prête à acheter, mais ça ne se vend pas à Kinshasa. Et vous pouvez comprendre ça. Les papiers braille se vendent ici, mais les tablettes et les poinçons ne se vendent pas à Kinshasa. Ça se vend en Europe. Donc, les enfants qui n'en ont pas, allez-y comprendre la suite. Donc, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est possible à un aveugle, qu'il soit jeune ou quoi que ce soit, d'utiliser un ordinateur. Ça, vous savez aussi. Un aveugle peut utiliser un ordinateur. Il y a des logiciels qui permettent à un aveugle d'utiliser l'ordinateur, d'utiliser même un téléphone Android, de tout ce qui est numérique. Mais pour un aveugle lambda, avoir un ordinateur, c'est le ciel et la terre. Vous voyez, non? Donc, il y a un grand travail à faire. Oui, les lois organiques, Papa François a bien parlé, Maman Rachel aussi a bien parlé, mais l'applicabilité, c'est ça les problèmes. On devait commencer par quoi, par exemple? S'il faudrait appliquer ces mesures, quelles sont les mesures les plus importantes sur lesquelles on peut s'appuyer et puis après, les autres vont en découler? Bon, moi, je descends un peu plus terre à terre pour une meilleure compréhension. Je ne suis pas vraiment dans le terme très juridique. Mais moi, j'aimerais ceci. Quand on sort ici, nous tous, nous allons voir les aveugles au coin de la rue en train de faire la mendicité. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est ce qui tourne dans ma tête. Est-ce qu'on ne peut pas initier une loi, par exemple, bon, ces aveugles-là ne vont pas tous étudier. Est-ce qu'on ne peut pas, parce que l'État reste l'État, prendre par exemple, juste à titre d'exemple, la vente des ampoules? Mettre une loi que cette vente est exclusivement pour des personnes à déficience visuelle. C'est juste un exemple. Si on trouve un voyant ou un valide en train de le vendre, on peut lui sanctionner. Ce qui fera maintenant que tous ces aveugles qui sont dans l'oisiveté, les oisifs, qui les amènent à faire la mendicité au coin du boulevard, qui fait la honte de la République, seront maintenant occupés, n'est-ce pas? On peut commencer par les petites choses comme ça. On les donne un business ou un travail à faire
un métier, par des formations professionnelles. Vous voyez, non? Commençons un peu plus bas comme ça, petit à petit, alors que nous allons... Parce que ceux qui sont au coin de la rue, ce ne sont pas de grandes personnalités. Donc, ce sont des êtres humains à part entière, bien sûr, mais peut-être par ignorance, ils n'ont pas eu le temps d'étudier, ils n'ont pas eu le temps de ceci, cela. Mais on peut réinventer leur destin, vous voyez. Merci, M. Jacques. Je finis en disant ceci. Okay. J'ai encore une anecdote à partager avec vous. Aujourd'hui, dans notre pays, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du pays? Peut-être à l'Équateur, dans le fin fond du Kasaï. Si quelqu'un perd la vie, c'est connu que là-bas, à l'intérieur du pays, il est confiné à la maison à vie. Exactement. On lui fait embarquer sur un bateau, descend à Kinshasa parce que là-bas, tu seras sur le boulevard, tu vas faire la mendicité, les autorités vont te voir, vont te donner de l'argent. C'est maintenant la transhumance des aveugles, de l'intérieur vers Kinshasa. Vous voyez que c'est un problème sérieux. Nous, on crie. Bon, on n'a pas aussi des moyens de la communication pour qu'on puisse nous écouter, mais le problème est sérieux. Je profite de cette opportunité. Oui, nous utilisons des termes juridiques, c'est bien, mais le verre est dans les fruits. Et je vous remets la parole. Merci. Madame Rachel, une question sur votre vécu. S'il y a des mesures à prendre, quelle serait pour vous la première mesure importante à sauter dessus pour permettre à ce que le secteur ou l'aspect juridique de personnes vivant avec handicap puisse mieux évoluer? Moi, je pense que, d'abord, merci pour la parole. Moi, je pense que nous devons tenir compte aussi de l'aspect accès à l'emploi. On peut aussi, il y a une loi qui donne un quota de 6% à des entreprises qui engagent les personnes avec handicap. Donc, s'il y a une entreprise qui a 50 personnes, on oblige d'avoir 6% des personnes avec handicap dans le lot, dans le groupe de tous ces agents. Alors, aider les personnes avec handicap, ce n'est pas mauvais. Leur donner de l'argent, ce n'est pas mauvais. Mais donner l'emploi à la personne qui n'est pas acceptée de travailler, c'est lui faire du bien. C'est vraiment le moteur de la chose, quoi. Puisque même si on voit la parole de Dieu, notre Créateur, il a dit que, il a donné une recommandation de dire que nous allons manger par le sueur de notre front. Donc, il faut travailler pour produire l'argent. Alors, si quelqu'un ne travaille pas, comment est-ce qu'il va vivre? Et chaque fois demander, tendre la main par-ci, par-là, c'est la honte pour un pays comme ça. Ce n'est pas bien pour moi. Je pense qu'il faut trouver une solution par rapport à ça. Et là, nous voyons directement l'OIT et le ministère du Travail que nous avons ici. Et on demande aussi l'injection des autorités sur place pour essayer un peu de tenir de tout ça. Merci Madame Rachel. Je reviens chez M. François pour le troisième point, la troisième question, qui consiste à comment briser le facteur culturel et subjectif qui amplifie cette discrimination dans notre contexte. Comment faire pour briser, surtout sur le plan culturel? Quand on voit culture, on voit la société qui est entourée des préjugés, qui est entourée de superstitions, surtout en Afrique, en RDC. J'aimerais pas vous raconter toutes les superstitions que j'ai eu à faire part en étant personne vivant avec handicap, surtout étant albinos. Je me rappelle d'une dispute avec un ami qui était contraint de quitter sa commune jusqu'à me rejoindre tard la nuit parce qu'on l'a appris à la maison qu'on ne se dispute jamais avec une personne albinos parce que vous ne vivrez pas demain matin. Vous imaginez un peu. Donc, il devrait quitter Lingwala, où il habitait, être accompagné par ses parents pour me rejoindre à Lemba vers 22h et demander à tout prix pardon parce qu'on s'était chamaillé à l'école. Donc, j'étais choqué par ça. J'étais un peu plus jeune. Mais je pense qu'il y a tellement de problèmes autour de ces préjugés-là. Moi, je parle de l'albinisme parce que je suis albinos, mais je pense que c'est factuel, c'est global. Les personnes vivant avec handicap ont un sérieux problème culturel parce que notre culture à nous est truffée de préjugés
et truffé des clichés sur les personnes vivant avec handicap qui pensent que c'est un sérieux frein pour leur épanouissement global. Alors, Monsieur François, selon vous, que devons-nous faire sérieusement pour tenter de briser tous ces préjugés-là? Merci beaucoup. Je pense que pour nous tous qui sommes assis ici, les préjugés partent du fait que nous ne sommes pas assez éduqués sur les personnes handicapées. Et aussi le fait que nous tous, les gens n'arrivent pas toujours à se rendre compte qu'ils sont des personnes qui ont les mêmes droits, les mêmes intelligences. C'est juste l'effet de la nature qu'ils ont eu un handicap. Donc, la première action que nous devons envisager, c'est l'éducation, les sensibilisations au niveau communautaire, pour que les gens comprennent que nous devons les prendre comme des personnes identiques à nous. Donc, commencer à la cellule familiale, monter à la cellule communautaire et monter dans les grandes sphères de la nation. Et je pense que le ministère en charge, le ministre délégué en charge des questions de handicap devrait vraiment mener une action pour que ces fonctionnaires, avec ceux de la société civile, engagent des informations y associant les radios communautaires. L'autre chose, action qui est très, très importante, et j'invite tous les éditeurs des manuels scolaires, parce que la première stigmatisation commence dans les manuels scolaires. Exactement. Vous constatez que les gens produisent des manuels scolaires, mais si ce problème dont vous révélez est bien répertorié dans un manuel scolaire, et que finalement, les gens comprennent que la personne qui vit avec un handicap est exactement comme nous, ça partirait de l'éducation à l'école primaire, puis au secondaire, au supérieur. Et dès que vous atteignez les grandes sphères de la société, vous ne pouvez pas être pris. Malheureusement encore, notre culture est beaucoup orale. Beaucoup de gens n'écrivent pas sur les questions d'handicap. Malheureusement aussi, ça reste de bouche à oreille. Donc, seule la sensibilisation au niveau communautaire devrait permettre de réduire à sa plus simple expression les questions d'estigmatisation. Mais je vais revenir encore sur l'éducation. L'éducation est un facteur clé de la réduction de la discrimination. Tant que les gens ne connaissent pas, tant que les gens ne savent pas, ils vont croire à ce qui est dit. Et le manuel scolaire reste l'élément le plus déterminant pour réduire les questions de discrimination. Je prends par exemple, si dans les manuels scolaires, il y a des illustrations qui valorisent la personne handicapée, automatiquement, l'enfant qui entre à la CIL va apprendre avec ce manuel et dès qu'il grandira dans la société, il va se rendre compte que non, ce n'est pas une personne différente. Tous ces préjugés dont vous venez de citer, ce n'est pas le cas. Et aussi, la presse devrait aussi être très, très engagée dans le faire valoir les compétences, les bons exemples, la culture. Je suis très content que vous modériez ce panel. Comment ne pas demain faire parler de votre expérience pour éduquer dans d'autres pays, dans d'autres communautés, que voilà un modèle qui existe et possible pour encourager d'autres qui sont dans l'arrière-pays, qui ont cet handicap comme vous, de ne pas rester à l'intérieur de la maison et qui soient bloqués. Et parlant même, en le faisant, leur famille va se rendre compte qu'ils ont un trésor chez eux qu'ils ont caché parce que ça pouvait être un modèle comme leur enfant aspire à devenir un peu comme vous parce que la société finalement c'est des symboles que nous créons autour de nous. Donc il est vraiment important que nous travaillons tous, et ce n'est pas le travail d'une personne, ce n'est pas le travail des personnes handicapées, c'est le travail de nous tous assis ici. Que vous soyez journaliste, que vous soyez communicateur, que vous soyez éditeur, que vous soyez chef d'entreprise, et c'est ce que nous faisons chaque jour à notre organisation. Si à concurrence égale, si une personne est handicapée, nous allons prendre l'handicapé pour permettre à briser le premier signe qu'il a les mêmes compétences, c'est simplement son handicap qui fait de lui une personne différente. Encore que au niveau de la compétence du travail, je ne suis pas sûr que la personne normale produit efficacement que la personne handicapée. Merci beaucoup. Merci, Monsieur François. Une dernière, je vais prendre, avant de passer au point 4, l'avant-dernier point. Monsieur Jacques, Monsieur François a posé le problème d'éducation, le problème de sensibilisation. Mais pensez-vous pas que ces sujets semblent être tabous? Est-ce que ce ne sont pas les sujets tabous? Est-ce que c'est facile aujourd'hui dans notre société d'être devant les personnes vivant avec handicap
et les personnes normaux, je ne sais pas en quoi ils sont normaux, vous allez me dire à la fin en quoi vous êtes normaux, est-ce que ça ne souffre pas de ce sujet tabou? Moi, personnellement, j'en ai souffert jusqu'à mes 15 ans. Donc, c'est à l'âge de 15 ans, par exemple, que ma mère va me tenir pour enfin me parler de ma situation de handicap. Mais est-ce que dans d'autres familles, ça n'arrive pas? Ça n'arrive pas, les gens souffrent comme ça, grandissent comme ça, avec ce problème, et ça reste un sujet tabou. Vous ne pouvez pas parler de l'albinisme près d'un albinos parce qu'il sera gêné, on pense qu'il sera gêné. Vous ne pouvez pas parler des handicaps moteurs devant un handicapé physique. Vous ne pouvez pas parler de problèmes visuels devant un aveugle parce qu'on pense que ce sont des sujets à ne jamais aborder avec eux parce que c'est gênant. Est-ce que ce n'est pas ça aussi un problème? Non, ça, c'est aussi vraiment un problème parce que pourquoi les gens craignent de s'exprimer? C'est parce que la plupart des personnes vivant avec handicap sont dans l'autostigmatisation. Vous voyez, exactement. Non? Donc, ça ne devait pas être un tabou. Non. Un handicap, une personne vivant avec handicap, ce n'est pas une maladie, mais c'est plutôt une condition physique. Vous voyez, c'est une condition physique. Et aujourd'hui aussi, devenir un aveugle ou une personne vivant avec handicap, moteur et ainsi de suite, ne fait exception des personnes. Aujourd'hui, avec... la discrimination n'a pas de sens. Parce qu'avec les réchauffements climatiques, c'est prouvé que n'importe qui peut devenir aussi malvoyant ou non-voyant à n'importe quel moment. Parce que les gaz et l'effet de serre provoquent des altérations oculaires. Allez faire du tourisme tout simplement dans des services d'ophtalmologie. Mais c'est grave, vous verrez des enfants, des grands, des petits. Aujourd'hui, la cécité ou la malvoyance ne fait exception des personnes. Donc, la discrimination, c'est vraiment de l'utopie. Moi, je dis que cette discrimination dans notre pays est une réalité, à tous les niveaux. On n'a pas vraiment abordé le côté santé. On a parlé de l'éducation, du côté juridique et du côté santé. Moi, je me demande jusqu'aujourd'hui, pourquoi on continue à nous vendre des colis? Alors que pour combattre la malaria, on dispatche de moustiquaires gratuitement. Pour lutter contre le sida, le traitement est gratuit. Les corona et ainsi de suite. Mais pourquoi pour la santé oculaire, on continue à nous consulter $20, $30 pour un Congolais lambda, où on sait que le pain de la ménagère ne suffit pas? Pourquoi les Timoptol, tous ces produits ne sont-ils pas gratuits? Je vous livre encore une autre anecdote. Nous venons de perdre un frère qui est aveugle à la commune de Makala. Il n'avait pas l'argent pour acheter des colis importés, comme ça s'est dit, parce qu'il y a aussi des faux colis, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est fait? La tension oculaire a augmenté, là il s'est éclaté et il a succombé. Ça s'est fait à Makala, ça s'est fait aussi à Kimatik, parce qu'il n'avait pas le moyen d'acheter les colis. Est-ce qu'on ne peut pas, le pays est incapable, nos autorités, de nous dispatcher des stocks de colis mensuellement, gratuitement? Ça, c'est de la discrimination. Aujourd'hui, à l'entrée, vous venez de parler de... J'aimerais vous relancer sur directement le 4e point, puisque vous abordez, vous faites une très belle transition d'ailleurs, sur la question de quelles sont les mesures de suivi, quelles sont les mesures de suivi initiées pour atteindre l'optimisation de la qualité des services de centres spécialisés. Les centres qui hébergent les personnes vivant avec handicap, en l'occurrence. Quelle, selon vous, la qualité des suivis ou les mesures de suivi qui sont appliquées pour que dans ces centres-là, les personnes vivant avec handicap puissent être bien consultées? Bon, le premier, c'est d'abord l'État. L'État et nous aussi, les leaders des structures, devons être aussi surveillés. Parce que nous faisons des plaidoyers, il y a des bienfaiteurs, bien sûr. Quand ils viennent nous assister, nous faisons aussi les détournements. Soyons aussi francs. Merci de votre franchise. Nous ne condamnons pas que les autres. Nous sommes aussi GI à s'adhérer à plusieurs organisations, mais au fond, c'est aussi des problèmes là-dessus. Donc, j'aimerais vraiment marteler du point là du côté santé oculaire, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos petits frères, nos petites sœurs deviennent injustement des aveugles. Je vous avais dit que notre Asbel cri de Barthélemy, notre spécificité, c'est la santé oculaire, donc la déficience visuelle.
C'est ce que je maîtrise un peu plus mieux. Et aujourd'hui, on ne devait pas nous discriminer de la sorte. Parce que c'est vrai, je le dis, que la société ne fait exception des personnes. À l'entrée ici, vous nous avez parlé de l'ambassadeur de la Suède. Nous avons une formation qui est venue là de la Suède, à l'université de l'Icoping. C'est à vérifier. Il y a même un traitement qui est sorti, on appelle ça le traitement par cornée, à l'université de l'Icoping, qui permet aujourd'hui à un aveugle de recouvrir la vie. Mais est-ce qu'un aveugle congolais peut bénéficier de cela? Il y a des Suédois qui bénéficient déjà de cela. Nous avons l'information. Mais si chez nous, déjà, le traitement n'est pas gratuit. Mais quand est-ce que nous allons bénéficier? C'est après 20 ans, 40 ans, 30 ans. On sont des êtres humains comme nous. Merci, M. Jacques. Donc, le problème de la discrimination est vraiment réel. Nous, notre prérogative, dans nos prérogatives, c'est la sensibilisation, c'est le dépistage préventif, c'est revendiquer aussi tous ces traitements novateurs, toutes ces innovations numériques, pour que nous soyons aussi à la hauteur des autres personnes handicapées qui sont sous d'autres sites. C'est un peu ça, changer, inverser un peu la tendance, parce qu'au lieu toujours de pleurnicher, trouvons des mécanismes, des alternatives, des solutions pour améliorer et changer les conditions de vie. Merci. Madame Rachel, je vous relance sur la même question, le point 4. Quelles sont les mesures de suivi? Est-ce que dans les centres de personnes vivant avec handicap, il y a vraiment un suivi sur la qualité de service sur ces personnes-là? Oui, dans les centres, il y a un suivi effectif qui s'opère, mais qui n'est pas qui n'a pas d'accès auprès des personnes avec handicap par rapport aux moyens qu'il faut payer. Par exemple, dans les centres des handicapés physiques, un handicapé physique qui ne travaille pas, un mendiant, et on lui demande de payer 25 000 francs avant de voir le médecin. Vous tenez compte? 25 000 francs avant de voir le médecin. Et après avoir vu le médecin, effectivement, on lui donne une ordonnance. Il va payer avec quoi? C'est pourquoi, comme dit notre frère, les autorités doivent beaucoup travailler sur ça. Beaucoup penser. Nous ne sommes pas acceptés, même dans nos propres familles. Moi, j'ai connu mon handicap à l'âge de 6 mois. Mon handicap, c'est d'abord mon nom. Nyande Lukulu veut dire enlever le pied. Donc, ce sont des choses aussi, tout tantôt spirituelles. Hein? Veut dire enlever le pied. Mon nom, mes parents m'ont donné ce nom-là. Comment je dois faire? Dans mes diplômes, il y a ça. Comment je dois faire? Et je l'ai accepté à l'âge de 18 ans quand j'ai connu le Seigneur, que j'ai accepté cet handicap avec joie. Partout où j'étais, dans les écoles là où j'étudiais, il y avait toujours des problèmes. J'ai étudié à l'École nationale des finances. Il faut voir comment j'étais traitée auprès de mes collègues. Et après, j'ai travaillé à la DGI. On m'a retraité comme ça, abusivement, sans préavis. Maintenant, je suis là à la retraite, sans décompte final, s'il vous plaît. Et je réclame mes droits, on ne veut pas me donner. Vous voyez? Donc, c'est ça le problème. Nous ne sommes pas acceptés dans la société. On doit commencer par la sensibilisation, comme a dit Monsieur François. Et tous les arguments que mon frère est en train de donner là, Monsieur Jacques, sont les bienvenus. J'espère que tout le monde est en train de suivre. On n'est pas accepté. Il faut d'abord commencer par accepter. La population nous accepte. Tel que nous sommes, on doit nous accepter. Pourquoi ne pas nous accepter? Moi, je n'ai pas voulu ça. Une injection, une erreur médicale à l'âge de 6 mois. Après avoir connu le nom là, moi j'étais un bébé, je ne savais pas. Et on m'a amené à l'hôpital, on m'a percé le dos, on m'a injecté, une erreur médicale, a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai maintenant 65 ans d'âge, avec cet handicap, depuis 6 mois. Je suis comme ça. Je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas voulu. Je marche difficilement. Mon médecin a demandé même là où je travaillais à la DGI de me véhiculer puisque je ne tiens pas à faire de longs trajets à pied. Les autorités n'ont pas voulu. J'ai travaillé difficilement. La mobilité était difficile pour moi. Mais jusqu'à aujourd'hui, je tiens le coup. Le Seigneur est là, il me protège. Mais ce n'est pas facile, s'il vous plaît.
Tenez compte de tous ces facteurs et mettez-vous à la place. Si tu veux traiter bien le dossier de quelqu'un, mets-toi à sa place. Tu vas bien le traiter. Mais si tu ne te mets pas à la place de l'autre, le jour que cela va t'arriver, on ne sait jamais. J'ai mon jeune frère, aujourd'hui à l'âge de 62 ans, qui habite la France, qui vient de faire l'AVC. Il vient de faire l'AVC. Est-ce qu'il s'attendait à ça? Non. Alors, acceptez-nous comme nous sommes. C'est ça. Merci, Madame Rachel. On passe au point 5. Je reviens sur Monsieur François. C'était poignant, ces témoignages, je reconnais. Monsieur François, on conclut le point 5 en commençant par vous. La question est de savoir si le budget des responsabilités sociales des entreprises pourrait-il contribuer à réduire la disparité connue par les personnes vivant avec handicap afin de leur permettre de plus contribuer au développement de la RDC. Pensez-vous que cet aspect de choses, s'il y a le budget des entreprises sur ces secteurs, ça peut permettre, avec des actions, à vaincre ou à inverser, comme a dit M. Jacques, cette tendance? Bien sûr, bien sûr. Je pense que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont développé ce qu'on appelle des politiques d'inclusion. Cela voudrait dire qu'il devra s'assurer qu'il y ait des politiques de quotas. Mais encore là, je dois toujours interpeller l'État qui doit être régulateur. Parce que si l'État réussit à mettre à travers le ministère délégué en charge des questions d'handicap, qui fait un monitoring clair, bien précise auprès de toutes les organisations, parce que j'ai dit, les politiques existent, elles sont très bien élaborées, les budgets existent, elles sont très bien approvisionnés, mais le problème reste celui de mettre suffisamment d'argent, l'application. Le défi reste au niveau des applications. Si nous décidons de mettre peut-être 50% ou 20% de notre budget et que l'État qui est régulateur ne vient pas surveiller, automatiquement, vous allez constater que le budget est là, les recrutements sont là, les quotas ne sont pas respectés, mais personne ne tient compte. Donc, j'insiste encore sur le rôle de l'État en tant que régulateur de s'assurer que la politique est en place et des mécanismes de suivi sont aussi en place auprès des entreprises, auprès de l'État elle-même, auprès de l'État. Parce qu'il ne faudrait pas que l'État soit ce pasteur qui prêche un évangile, mais applique chez les autres, mais refuse lui-même de s'appliquer. On devrait revoir ces mécanismes de suivi et évaluation qui sont mis en place à différentes sphères des ministères et maintenant déplacés vers toutes les entreprises qui devront présenter auprès du ministère des Affaires sociales ou du ministère délégué des Affaires sociales comment est-ce que leur politique est plus inclusive et le quota des personnes qu'ils ont recrutées chaque année dans leur entreprise qui est le nombre de personnes qu'ils ont recrutées handicapées dans leur entreprise. Et en plus, l'État pourrait davantage aussi, comme j'ai compris maman, mettre un mécanisme de fiscalité incitative qui permet à augmenter à chaque fois le nombre de personnes handicapées au sein des organisations. Ça, c'est quelque chose qui pourra davantage aider à inverser la tendance et à inclure, à prendre en compte tous ces millions de personnes qui n'ont pas demandé à être handicapées, mais qui souffrent au jour le jour, mais qui ne demandent qu'à participer efficacement au développement de leur pays. Donc, je voudrais réinsister sur le mécanisme que l'État devra mettre en place pour suivre et s'assurer que les organisations, toutes les sociétés, même s'ils ont développé des politiques inclusives, que ces politiques-là soient appliquées. S'ils ont développé des budgets inclusifs, que ces budgets-là soient vraiment implémentés afin d'inverser la tendance. Parce que, avec tous les problèmes aujourd'hui, les déplacements et tous les accidents qui occurrent, le nombre l'effet des changements climatiques, le nombre des handicapés ne vont que faire augmenter. Merci beaucoup. Merci, M. François. Monsieur Jacques, je vous prends aussi sur le même point. Comment pensez-vous que l'État, le gouvernement ou l'État peut accompagner les entreprises? Parce que ce n'est pas une obligation pour les entreprises, la responsabilité sociale des entreprises, mais comment l'État peut inciter aux entreprises de leur rejoindre dans ces secteurs afin d'avoir un budget ou un plan d'action pour mener envers les personnes vivant avec handicap? Vous savez, je donne mon approbation, je suis d'accord à 100% ce que Papa François vient de le dire. Il n'y avait pas le taxe Covid.
Mais les voyageurs étaient obligés, avant de prendre son envol, de payer taxe Covid, n'est-ce pas? Donc, comme pour dire que l'État, lui, il a toutes les solutions possibles. Toutes les solutions possibles de s'imposer. Il est l'État. Aujourd'hui, vous savez, il y a une histoire triste. Si vous écrivez peut-être sur Internet, le 35 handicapé le plus célèbre au monde, il n'y a pas un Congolais. Mais il y a des Africains, il y a des Ivoiriens, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas un Congolais. Pourquoi? C'est là où la question continue à planer dans ma tête jusqu'aujourd'hui. Donc l'État a un rôle à jouer, il doit s'imposer. Et nous saluons le président de la République d'avoir initié le ministère des personnes vivant avec handicap. Mais les refrains là-bas est que nous n'avons pas toujours les financements. Jadis, on me disait même qu'il n'y a pas le secrétariat général. Jusqu'aujourd'hui, je pense que c'est la même chose, n'est-ce pas, maman Rachel? Alors, par là, si c'est déjà comme ça, la suite, c'est compliqué. Vous comprenez, papa journaliste? Monsieur Jacques, vous avez épinglé un point important sur la promotion de personnes vivant avec handicap. Selon vous, monsieur François, dans son speech au début, il avait parlé de quelques sensibilisations, mettre un peu de lumière, mais concrètement, comment faire la promotion de personnes vivant avec handicap? Dans le but, comme a dit M. François, d'inciter peut-être les autres à s'identifier à ces personnes. Moi, personnellement, je me suis identifié. Donc, dans mon parcours, Oui. je fais tout pour m'identifier peut-être aux personnes vivant avec handicap que je voyais ou que j'entendais, surtout en RDC, de par l'histoire. Les deux nous ont quittés, un depuis 2 ans et l'autre il y a à peine quelques semaines. Monsieur Police, connu sous le nom de Police belge, le catcheur congolais, et monsieur Mwimba Texas, qui était un papa pour moi. Donc je me suis identifié vers eux pour pouvoir m'effrayer mon chemin. Mais comment faire la promotion de personnes vivant avec handicap? Je réponds avec un exemple concret. Il y a 5 mois ou 6 mois, 5 mois, 4 mois, quand le président français était réélu président de la République pour son second mandat, pendant qu'il venait pour monter sur le podium pour donner son discours, qu'est-ce qui s'est passé? La musique qui jouait, c'était la musique de Beethoven, qui était un aveugle. Vous voyez la mentalité de cette catégorie de personnes? Comment ils donnent la valeur aux personnes vivant avec handicap? Et ça peut se faire chez nous. Donc le président monte pour donner le discours qu'il est réélu, le président Macron. La musique qu'il joue, c'est la musique de Beethoven, qui est un aveugle. Et vous savez que la meilleure note musicale au monde, jusqu'aujourd'hui, c'est celui de Mozart, un aveugle. Mais chez nous, une personne à déficience visuelle ou un aveugle, et ce sont les indésirables de la République. Maintenant, comment faire leur promotion? C'est d'abord... il faut aller les récolter. Le président de la République, d'abord, doit être le pionnier. Oui, c'est vrai, il avait le ministère des personnes vivant avec handicap. Il doit être le premier, qu'il puisse lasser les temps. Et derrière, les gens vont suivre. Il y a plusieurs manières de faire la promotion. Moi, je ne veux pas que l'article 49 qui est avalisé au Parlement et que le président a promulgué soit comme son Milbur, qui va faire dormir les gens. Non, on a ratifié la loi. Non. Ça risque de nous distraire. Là, c'est sur le papier. Mais dans l'applicabilité, dans la faisabilité, nous voulons vraiment que, comme je l'ai dit, qu'on puisse vraiment changer le paradigme, quoi. Aujourd'hui, il y a de non-voyants ou des personnes handicapées qui ont des potentialités qu'ils peuvent exprimer. Cherchons-le. Les diplomates accrédités au Congo sont là. L'exécutif est là. Les autorités sont là. C'est à eux de relancer des choses. Merci, monsieur. Et vous verrez que nous allons exprimer nos potentialités. Merci, nous l'avons, bien sûr. Nous allons exprimer nos potentialités. Merci. Et les gens vont nous respecter tout simplement. On va écouter aussi Madame Rachel sur la même question. Comment, selon vous, on peut faire la promotion de personnes vivant avec handicap pour permettre à la société en général de s'identifier? Parce que il ne faut pas que ça soit seulement les personnes vivant avec handicap qui puissent s'identifier
sur les handicapés, mais toute la communauté. Comment faire cette promotion-là? Par où on doit commencer? Moi, je pense que je tiens toujours sur le point de l'emploi. Ça devient un peu bizarre. Moi, j'ai trouvé ça bizarre quand on a nommé Madame Irène au poste de ministre. Tout le monde a crié dessus par rapport à ça, mais c'est un fait normal. On doit trouver ça normal. Et le pays doit continuer à nommer les personnes avec handicap à un certain poste élevé pour valoriser le handicap. Okay. Moi, je pense que c'est ça. Nous devons travailler, nous les handicapés. Il y a beaucoup de potentialités, beaucoup de talents dans les personnes avec handicap. Le Seigneur sait comment, quand quelqu'un n'a pas des yeux, comment il peut développer d'autres sens dans son corps. Merci, Madame Rachel. Monsieur François, la même question. Madame Rachel pense qu'il faudrait commencer par l'emploi, donner l'emploi, et cela va valoriser les personnes dans son entourage, et puis ça va répercuter dans la société. Monsieur Jacques pense qu'il faudrait aller chercher ces talents-là, ces nombreux talents partout, leur répertorier et les encourager. Mais je reviens vers vous, vers le concret. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Quand on sort de cet auditoire, on s'est dit, pour faire la promotion de personnes vivant avec handicap, on peut commencer par ce point, du point A au point B ou au point C. Je pense qu'il n'y a pas, aujourd'hui, avec l'effet des communications, des médias sociaux, il n'y a pas de miracle à faire. C'est vraiment identifier des chefs-d'œuvre des personnes vivant avec un handicap, quel que soit le lieu où ils se trouvent, les porter à l'attention de tout le monde. Maintenant, le ministère en charge devrait toujours, je reviens toujours sur l'État parce que c'est lui qui a la main la plus forte pour mettre ces mécanismes en place, pour porter des initiatives à travers des grands forums où les personnes handicapées avec d'autres personnes se mettent, le respect des quotas dans toutes les grandes conférences comme celle-ci, vous avez vu tout un panel, toute une section, tout un ensemble d'heures qui a été affecté à la question d'handicap, et aussi communiquer, porter au grand, à l'attention de tout le monde, toutes les initiatives qui sont portées par des personnes handicapées. Vous voyez aujourd'hui les Jeux paralympiques qui sont en train de se passer. Oui. Ça, c'est le meilleur moment où le ministère en charge des personnes handicapées pouvait porter une attention sur les modèles congolais qui ont un handicap, qui peuvent davantage mieux communiquer parce que à ce moment-ci, tout le monde a l'œil porté sur ces Jeux qui sont en train de se passer dans un autre pays du monde, et organiser des événements par caractère national, international, qui prend en compte tout l'aspect. Et en le faisant, tout le monde va se rendre compte que les personnes handicapées ont des valeurs sur lesquelles nous pouvons davantage aller chercher. Merci, Monsieur François. C'est par ce mot, je vous rends l'auditoire, la parole. S'il y a des questions, il y a des observations, des remarques que nos chers panélistes peuvent éclairer, peuvent s'appuyer ou compléter. Le micro est là, la tribune est là. Vous pouvez maintenant, c'est à vous, l'Assemblée, de poser des questions. On va commencer par Madame. Oui, par Madame, derrière. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut... voilà. Madame, derrière. D'accord. Le micro, elles sont le micro? Est-ce qu'on peut les aider avec le micro? Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Madame Patricia Mbata. Je travaille comme chargée d'études à la CSU. Je ne sais pas si vous connaissez la CSU, donc c'est la couverture santé universelle à la présidence. En fait, ici, c'était un petit peu pour répondre aux questions de maman Rachel. Maman Rachel, oui. Au fait, la CSU, c'est... je vais expliquer en quelques lignes seulement que le Congolais puisse se faire soigner, avoir des soins de qualité. Hein? Que le Congolais, quand le Congolais tombe malade, qu'il ne cherche pas l'argent le jour où il tombe malade, qu'il se rende à l'hôpital, qu'il puisse se faire soigner, mais des soins de qualité.
sans courir à des conséquences financières néfastes. Et ça, c'est pour tout le monde. Nous travaillons sur l'équité. Le système équité, c'est-à-dire riche ou pauvre, tout le monde pourra avoir le même traitement de base. Donc, on arrive à l'hôpital, tout le monde pourra se faire soigner. Et c'est d'abord fait pour les pauvres, c'est-à-dire les vulnérables. On a pensé d'abord à vous. Parce que vous dites que le gouvernement ne pense pas à vous. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. C'est en train de se faire. On a fini les préparatifs. Donc là, on démarre bientôt. On a d'abord pensé à vous. Donc, vous ferez soigner sans payer, gratuitement. Donc, c'est pour vous dire que point de vue santé, il y a monsieur qui demandait aussi, point de vue santé, on a d'abord pensé à vous, parce que nous savons tous que les riches, quand ils sont malades, c'est rare quand ils se font soigner ici. Ils partent. Les pauvres, ils ne savent pas comment faire, ils sont condamnés à rester ici. Alors, nous, on a pensé à vous. Quand vous tomberez malade, vous pourrez venir vous faire soigner, vous serez au courant dans peu de jours, là, disons, on va dire quelques mois peut-être, où vous irez vous faire soigner, comment ça va se passer et tout. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour ça, on a pensé à vous. Merci. Donc, je tenais vraiment à vous répondre là-dessus. Merci. Merci. C'était madame Perrier. Je pense que c'est une bonne nouvelle. On aura un œil beaucoup plus regardant, beaucoup d'yeux regardants, pour voir si ça serait inclusif, comme on le souhaite ici tous ensemble. Merci beaucoup. Moi, c'est Madame Prudence. Je suis conseillère ministre de la Jeunesse. Je viens juste porter, je peux pas si porter mes bien-aimés qui sont là dans mon cœur et dire que l'handicap peut être physique, mais peut être aussi mental. Je prends l'exemple, excusez-moi, je donne l'exemple du prophète Kawata, que tout le monde connaît dans les pays. Ces messieurs avaient perdu un bras et le nom, c'était vraiment un nom comme maman vous avez dit, des fois le nom ça suit. Mais il s'est battu de lui-même d'abord et il s'est fait connaître. Aujourd'hui, on peut le réclamer dans le monde entier parce que déjà dans sa tête, il a dit qu'il n'est pas mental, il n'est pas handicapé dans la tête. Et tout ce que nous avons, peut-être nous pouvons perdre un bras, nous pouvons perdre les yeux, mais nous ne pouvons pas perdre notre cœur et notre intelligence. C'est quelque chose que je vous dis, que vous pouvez, avec moi, je vois les talentiers qui sont devant moi, des meilleurs, des très puissants qui sont devant moi. Alors exploiter ces talents-là et exploser. Les gens viendront vous chercher à partir de ce que vous êtes en train de voir. Mon frère qui est en train de parler, c'est un meilleur, c'est un excellent. Il y a des gens qui ont des yeux qui ne parlent pas comme lui, qui font des choses pas comme lui fait. Et je lui dis de garder cet espoir, de monter encore, de remonter encore, parce qu'au-delà, il y a plus que ce qu'il est en train de voir. Et quand nous viendrons à un prochain Kelo Bantu, nous aurons encore des résultats par rapport à ce qu'il fera demain. Et il sait, un mentor, on a parlé des mentors ici hier, on a parlé aussi des coachs, ceux qui ont les mains baissées, il est là pour les remonter, puis dire nous allons y arriver sans ou avec eux. Mais nous savons que le BIT est là. On dit que si le gouvernement ne sait pas faire ce qu'il doit faire, le BIT rappelle. Il donne des éléments pour dire voilà. Et vous avez parlé de la rampe, je vois, quand on va vers l'extérieur, nous voyons même dans les bus, il y a des rampes. Donc, un handicapé peut entrer dans son bus, dans le bus sans problème. Mais nous, on ne sait pas ce qui se passe. C'est un cri d'alarme que nous croyons que Kelo Bantu va prendre dans ses recommandations pour permettre à ce que le gouvernement ait un œil regardant, même dans les constructions et dans tout ce qu'il fait. Moi, je soutiens les jeunes et je sais que les jeunes sont en vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci en tout cas, madame. L'autre intervenant. Ouais. Merci. Moi, c'est Hervé Tansia. Je suis collaborateur du ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion nationale. Ouais. Je m'aimerais juste apporter quelques éclaircissements à notre frère. Je crois qu'il est représentant des amis aveugles, je pense. Vous êtes représentant? Monsieur Jacques. Moi? Oui.
Oui, je suis coordonnateur de l'ASBEL CRI de Bartimée. Ah, d'accord. Qui est à 5e rue des Bonhommes. Ok, merci, monsieur le coordonnateur. En fait, le gouvernement ne vous a pas abandonné. Déjà, il y a un ministère qui n'existait pas. À l'arrivée de son Excellence, monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, on a installé ce ministère des personnes vivant avec handicap. Et dans ces ministères, moi, personnellement, j'ai été envoyé par mon ministre pour travailler avec nos amis de PVH en ce qui concerne les personnes vivant avec handicap dans le secteur de la jeunesse. En dépit de ça, nous avons, nous, au sein du ministère de la Jeunesse, et c'est moi-même qui ai piloté cette activité avec le patron, le ministre, nous avons formé au centre des handicapés. C'est pas pour rien que j'ai posé la question si vous êtes coordonnateur, parce que nous avons eu des renseignements au sein du centre des handicapés, je crois que c'est vers Willery. Le ministre a mis un paquet, on a fait venir des experts, on a formé les jeunes en situation de handicap, les aveugles, ils étaient au nombre de 50, les sourds, les handicapés physiques, il y avait plusieurs catégories. Et c'était des milliers de jeunes en situation de handicap. On les a formés en entrepreneuriat et on les a déversés au Fonds spécial de la jeunesse pour l'entrepreneuriat des jeunes, pour obtenir des financements d'une manière progressive dès début de l'année prochaine. Mais pour ceux qui étaient là à chaud, le ministre avait donné aussi des enveloppes pour leur permettre de pouvoir déjà commencer à faire quelque chose. Et cette activité a duré 3 jours. Je l'ai présidé moi-même, qui n'était pas. Le ministre a lancé, il est parti. Je suis resté avec les amis handicapés pendant 3 jours. Donc, peut-être, vous n'êtes pas informés, et moi, je vous encourage à rejoindre le groupe des amis qui sont au sein du centre de Willery, le centre des handicapés, parce que ça, c'est une référence au niveau de l'État. Enregistrez-vous, on va vous mettre dans la liste des jeunes vivant avec PVH parce que vous êtes jeunes et votre ASBEL qui est dirigé par vous doit être aussi du jeune. Alignez-le, nous allons vous accompagner comme on fait pour les autres. Mais je vous invite en tout cas à ne plus dire que les gouvernements de la République ne pensent pas avec vous. Vous vous discriminez vous-même pendant que l'État congolais, par le biais de certains ministères clés sectoriels, met en place des stratégies, le moyen pour vous élever. Merci de corriger. Et à maman qui est à côté, qui nous a parlé de la DGI. Merci. Je pense que vous avez lancé un cri. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Peut-être que quand vous avez viré, c'était pas l'actuel comité de gestion, parce qu'à ce que je sache, le DG actuel de la DGI, c'est d'abord un pasteur et c'est un ancien président de la délégation syndicale. Prière de réécrire si votre révocation ou licenciement sans préavis était fait par l'ancien comité de gestion qui était de l'ancien régime, écrivez et nous allons faire les plaidoyers. Vous aurez votre suite qui sera favorable. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ici, il y a des actions. C'est bien. Nous voulons, dans la globalité, je vais vous donner la parole pour la conclusion, mais on va prendre une dernière intervention s'il y en a. Oui. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Priska Makila, je suis ingénieure. Mais là, j'ai une question et l'autre ne sera pas une question. La première question, c'est par rapport au détournement. Monsieur qui représente les aveugles, le coordonnateur. Monsieur Jacques. Monsieur Jacques. Je n'ai pas retenu le nom, excusez-moi. Jacques Sameya. Alors, il y a une question des détournements qui se pose. Parce que là, quelqu'un peut vouloir aider les aveugles. Il vient auprès de vous, auprès d'un coordonnateur, d'un ONG, tout ça. Mais la personne commence à détourner de l'argent. Et il utilise ça à ses propres profits. Il a un véhicule. Moi, je connais quelqu'un comme ça. Il a un véhicule, il est bien, il a une belle maison, il a plusieurs femmes. Mais dans son association, il y a des gens qui vivent avec handicap, qui souffrent. Mais lui, on vient le voir, il est reconnu partout. Les gens qui sont à l'étranger lui envoient de l'argent, mais il utilise ça pour ses propres
pour son propre intérêt. Alors, ça aussi, ça décourage. Et j'aimerais répondre à la question que le modérateur avait dit. Si je peux apporter mon éclaircissement, comment faire pour la promotion de personnes vivant avec handicap? Moi, je pense que pour faire la promotion de personnes qui vivent avec handicap, on doit commencer par des initiatives telles que Kelobantu a fait, donner des endroits pareils, des espaces pareils où on parle de la question de handicap. Quand je le dis, c'est quelque chose qui n'entre pas dans notre culture. Parce qu'il y a un adage lingala qui dit Babeta solo ya sabatute esika mutakata lokolo. Par exemple. Donc, cela veut dire que on ne peut pas parler de l'albinisme, pembe nyamuto azandundu. On ne peut pas parler de ceci, alors que c'est ça qui tue même. C'est ça qui nous tue. Ce sont des questions qu'on doit commencer à en parler. Dans des conférences, partout. On doit commencer à aborder ce genre de questions, à les soulever pour qu'on puisse savoir que vivre avec un handicap, ça ne vous rend pas vulnérable et ça ne rend pas une personne vulnérable. On peut naître normal et demain faire un accident, connaître ce genre de choses. Alors, on doit commencer vraiment à parler de ce genre de choses, mettre en avant de personnes qui vivent avec handicap pour donner exemple à la population et à d'autres personnes. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci. Nous sommes à la fin. Un dernier mot rapidement. Je vais commencer par M. François. Un dernier mot sur l'ensemble de tout ce qu'on a eu à partager. Juste merci encore pour Kelobantu et pour les initiateurs. Je voudrais tout simplement dire que l'inclusion, ce n'est pas l'inclusion ne devrait pas être un slogan, parce que si nous continuons de construire une société qui n'est pas inclusive, nous donnons la chance de créer davantage des conflits de par le monde. Parce qu'aujourd'hui, si vous constatez qu'il y a plein de conflits, c'est parce que les gens se sont rendus compte qu'ils sont exclus. Et chaque fois quand le nombre augmente, ils vont finir par prendre des armes pour se battre, pour revendiquer leurs droits. Donc l'inclusion ne devrait pas être un fait, mais ça devrait être une réalité. Et j'invite tout le monde ici, assis, de chaque jour, prendre des dispositions qui s'assurent que dans toutes les décisions que nous prenons, personne, quel que soit son handicap, ne soit laissé pour compte, ne soit exclu, tout simplement du fait qu'il est handicapé. Merci. Merci. Madame Rachel, un dernier mot. Bon, le dernier mot pour moi, c'est de remercier le Forum Kelo de nous avoir convié cette opportunité. Nous qui parfois on se demande beaucoup de questions. Pourquoi? Si par exemple je vois les élections qui vont se passer là, je verrai qu'il y aura 500 députés, mais aucune personne handicapée. Et pourtant, si on voit sur la liste, il y a eu aussi des personnes handicapées qui ont postulé. Mais aucune personne, devant moi, j'étais là. Quand une société, là, la DGRK, faisait le recrutement de son personnel, moi j'étais là. On faisait le concours. Et j'ai vu 2 handicapés venir. Moi, j'étais à côté puisque le monsieur du DGRK, c'était un collègue, un patron pour moi, un chef. Et il faisait le recrutement pour DGRK. Et je vois 2 handicapés, 2 jeunes garçons handicapés venir. Ils sont entrés, ils ont réussi à entrer dans le concours. Et ils ont fait le concours, mais à la fin, on leur a dit de ne plus venir pendant qu'ils ont réussi. Donc, ce sont des choses, je remercie beaucoup ce forum, en tout cas, que ça aille de l'avant, que ça nous produise beaucoup de choses. On a besoin de vous, vraiment. C'est ça. Vous êtes une bénédiction pour nous. Merci beaucoup. Merci, Madame Rachel. Et on va finir avec Monsieur Jacques Sombea. Le dernier mot. Oui, le dernier mot, avant de répondre à la dame qui a parlé du détournement. Rapidement. C'est d'abord myriade de gratitude à ce forum ici, aux organisateurs, à l'initiateur, que Dieu le bénisse richement. Je n'ai jamais assisté à un tel panel. Ça reste marqué dans ma vie pour toujours. Et j'en parlerai toujours. S'il y aura des images, vraiment, je vais les diffuser partout parce que c'est exceptionnel.
Merci. Pour les détournements, aujourd'hui, c'est simple. Comme je vous ai parlé, je parlais de papier braille, non? Il y a une dame, Nadine Baometo, qui m'a suivi. Je lui ai dit, au nom de la... Pour que ça soit vraiment clair, je ne veux pas question de détournement. Ce lundi ici, viens avec tout ce que tu as acheté, le vivre et le papier tel que vous m'avez dit. Je lui ai montré là où on vend des papiers. Elle-même, elle a acheté. Ce lundi ici, on viendra avec elle et son époux, avec sa fondation Fonalba, à l'INAV, à l'Institut des aveugles. On va dispatcher devant sa présence. Elle sera là présente avec son mari, avec sa fondation. Et les élèves seront là. Chacun se va récupérer ses papiers. Merci. Donc, pour la clarité, c'est un peu ça. Maintenant, pour conclure, oui, nous trouvons des alternatives pour des personnes en déficience visuelle. La rééducation, tout ce que nous avons dit, c'est bien. Mais n'oubliez pas aussi qu'aujourd'hui, notre combat aussi parmi nos prérogatives dans l'Asbel écrit de Bartimée, et qu'il y a déjà aussi des solutions novatrices. Ce n'est pas tous les aveugles qui vont recouvrir la vue, mais une grande partie. Cette université de la Suède confirme cela. C'est déjà à Paris, c'est aux États-Unis, c'est au Canada. Cherchez-nous, nous allons vous donner des détails. Mais jusque-là, aucun pays en Afrique subsaharienne a déjà en bénéficié de cela. Mais nous voulons que la RDC, nous soyons en tête. Moi aussi, je vais en bénéficier. Pourquoi pas ta soeur? Pourquoi pas ton fils? Pourquoi pas le membre de ta famille? Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à Akelo Bantou. Merci pour ces temps d'échange fructueux et que la suite du programme nous soit tous bénéfique. Merci. Sommet sur les capitales humains.